Dans quelle mesure est-ce que tu ressens l'autisme actuellement? J'ai beaucoup souffert, quoi. Mais j'échangerai quand même pas mon parcours contre un autre. À mon avis, c'est surtout la société qui a besoin d'un diagnostic, d'une thérapie, d'un coach et d'une médication. Bonjour à tous, bienvenue Sylvain dans 1%. Sylvain, toi, ton travail, tu es coach, tu es père aidant. C'est ça? C'est juste. Peux-tu nous raconter en quelques mots en quoi consiste ton travail plus spécifiquement? Merci Philippe. Ouais, effectivement, alors j'ai quand même plusieurs différents types de professions que j'exerce en dessous de 50%. Le principal, c'est coach pour l'Office de l'AI, de personnes qui sont bénéficiaires d'une rente, en général porteurs du trouble du spectre de l'autisme ou d'un trouble du déficit de l'attention, et qui sont en général en situation de formation. Voilà, moi je suis spécialisé dans le job coaching et j'ai la particularité d'avoir été engagé en tant que père aidant, donc c'est-à-dire que je suis en parité avec les personnes dont je fais le suivi, c'est-à-dire que je suis moi-même concerné par les différents diagnostics de trouble du spectre de l'autisme et du TDA. À côté de ça, je fais aussi, comme tu l'as dit, des suivis dans le mode privé, c'est-à-dire là, c'est des familles ou des personnes concernées qui me contactent directement. Je donne aussi des formations dans le domaine de l'autisme, sur la gestion de la crise, sur justement comment aider une personne avec autisme à se placer dans le milieu de la recherche d'emploi. Et je fais aussi de la sensibilisation, du témoignage et ce qui s'appelle aussi de la médiation culturelle, c'est-à-dire faire de la sensibilisation dans les différents milieux culturels comme les théâtres, les musées, pour qu'ils soient à même d'avoir des meilleurs outils pour recevoir les personnes avec des troubles psychiques. Ton diagnostic, tu l'as eu à quel âge? 42. 42, d'accord. 52 ans maintenant. D'accord, donc c'est un diagnostic plutôt tardif en fait. Ça, oui. Tardif. Est-ce que là, pendant l'enfance, dans ton entourage proche, familial ou amical, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a certaines différences par rapport à une certaine norme? Oui, bien sûr. Alors ça, c'était difficile de passer à côté du fait que j'avais des difficultés et que j'étais différent. Par contre, il n'y avait aucun diagnostic ou nomenclature qui avait été donné à ce moment-là, donc c'était forcément de ma faute parce que j'étais feignant, pas adéquat, je faisais pas d'efforts, etc. Parce que je suis assez vieux pour qu'à l'époque, il n'y ait que deux sortes de diagnostics qui soient autres qu'un trouble psychique. C'était surdoué ou débile mental. C'est ce qu'ils appelaient à l'époque handicap mental, maintenant c'est retard cognitif, comme on dit. Tu penses que c'est ça qui a donné un petit peu cette image de l'autisme en général? Que le diagnostic était tellement peu diversifié qu'en fait ça a donné une certaine image de l'autisme? Encore maintenant, les gens qui ne sont pas forcément directement concernés ou indirectement concernés, pour eux, une personne avec autisme, elle ne parle pas. C'est dans le spectre de l'autisme, le grand public, il connaît en général que la partie ce qu'on appelait avant canaire, non-verbal, des personnes qui sont polyhandicap et qui sont en général aussi avec un retard cognitif, qui sont en foyer, qui ne sont pas autonomes. Et puis, entre l'élargissement du diagnostic, qui fait que maintenant il y a plus de personnes qui sont incluses dans le diagnostic, le fait que le diagnostic soit proposé à de plus en plus de personnes, maintenant ce spectre il s'est clairement élargi au point que maintenant même Asperger c'est quelque chose qui vraiment n'existe plus vraiment dans la nomenclature scientifique. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Même à l'époque, l'autisme n'était pas pris en compte. On ne pouvait pas être autiste et être à l'école. C'était juste pas possible. Donc ils y pensaient même pas. Et c'était quoi à peu près les difficultés principales que tu avais, que tu arrives à te souvenir comme ça de l'enfance? Avec le recul, je dirais que les difficultés principales, c'était pas forcément avoir un déficit en orthographe, une dysorthographie ou une dyscalculie, de pas retenir les tables de multiplication, des choses comme ça, parce que finalement, il y avait d'autres élèves qui étaient peut-être un peu en difficulté au niveau cognitif, qui avaient ce genre de difficultés, ça faisait partie de l'école. Je pense que la problématique principale, c'est que les profs voyaient bien que j'étais
très intelligent, que j'étais doué, que parfois j'étais trop doué, que j'arrivais à leur tenir tête, à les humilier, à prouver que... Tu les humiliais, mais est-ce que tu leur prouvais qu'ils avaient tort? Oui, c'est un peu la même chose, hein, quand que... un enfant il fait ça à un adulte, surtout dans les années 80. Et donc je pense que c'était surtout ça qui posait problème, c'était le fossé qu'il y avait entre les résultats scolaires et mes capacités. Et du coup, j'étais accusé d'être feignant, de ne pas faire d'efforts, de pas travailler. Bon, ça, c'était vrai, je ne travaillais pas, mais... voilà, c'était ça. Ça a été surtout ça la plus grosse difficulté, c'est de pas qu'il n'y ait pas d'autres explications à mes mauvais résultats scolaires que le fait que je n'avais pas envie et que je ne faisais pas d'efforts. Voilà. D'accord, donc en fait c'est principalement au niveau du scolaire que ça s'est ressenti. Après au niveau social c'était plutôt, j'habitais à la campagne avant, donc c'était quand même un milieu assez inclusif. Alors vous voyez quand même, il y avait peut-être des différences par rapport aux anniversaires, par rapport à certains statuts sociaux qu'on peut avoir à l'école, etc. Ouais. Mais c'est surtout plutôt après, à passer 12-13 ans, quand j'ai aménagé en ville, où là les abus, le fait de jamais être pris dans l'équipe de foot, même comme goal, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, au bout d'un moment, ça a fait que déjà, j'aimais pas trop les choses de groupe, l'école, le sport, tout ça. Quand l'école et le sport m'a fait sentir qu'ils m'aimaient même pas trop non plus, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal marginalisé. Ouais. Ok, d'accord. T'étais plutôt inclus du coup pas forcément en fait à l'école, pas trop, c'est ça? Non, ni dans ma famille, ni à l'école, ni nulle part. Ah ouais. Et d'autant plus que j'ai commencé à avoir des problèmes de consommation avec l'alcool à 12 ans, puis après avec le tabac, le café, le cannabis à 13 ans, puis après les drogues dures. Ok. Donc maintenant je suis abstinent depuis 25 ans. Bravo. Enfin, je suis alcoolique abstinent depuis 25 ans, puis pareil avec la drogue. Ok, d'accord. Donc forcément, ça n'a pas aidé. Il y a beaucoup de gens qui confondent et qui disent « Ah, le jeune, il consomme » et du coup, il y a un décrochage scolaire. Alors qu'en fait, pour moi, le décrochage scolaire et la consommation sont deux symptômes d'une problématique sous-jacente qui précède ça. Qu'est-ce qui peut te faire que tu te dises tu n'arrives pas à t'adapter au monde et du coup, tu commences à trouver un moyen de compenser, et puis tu sais, dans l'alcool et puis dans ce genre de choses-là. C'est un sujet un petit peu vaste pour peut-être l'aborder simplement comme ça, mais oui, c'est connu que déjà chez les personnes TDA, le cannabis et la cocaïne vont être des gros pièges parce qu'ils vont fonctionner comme une automédication, en tout cas pendant un moment, avant de plus fonctionner ou de fonctionner moins bien. Et puis il y a l'illégalité, les problèmes de dépendance, les problèmes de qualité. Voilà, parce que les TDA, finalement, quand ils ont une prescription, c'est une méthamphétamine, donc c'est quand même pas très loin. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et l'alcool, c'est au niveau des inhibitions. Au niveau du contexte social, ça facilite le contexte social. Si les gens ils me trouvent bizarre, c'est parce que je suis ivre, c'est pas parce que je suis bizarre. Voilà, ça m'a permis de trouver un contexte dans lequel je puisse me sociabiliser, quoi. Puis maintenant, dans ta situation actuelle, c'est quoi à peu près l'impact que l'autisme prend dans ta vie? Est-ce que tu le ressens encore beaucoup? Dans quelle mesure est-ce que tu ressens l'autisme actuellement? Merci pour cette question. Déjà, j'ai commencé à avoir une carrière quand j'ai commencé à baisser mon taux de travail en dessous de 80%. Avant ça, je me faisais virer ou je démissionnais après 2-3 mois. J'avais jamais eu de carrière avant ça. Dans quel genre de job? Justement, beaucoup. Beaucoup de jobs différents. Le cinéma, la télévision, la radio, les chantiers, serveurs, intérim, gérant de magasin. Ok, donc en fait, tu as fait un petit peu tous les métiers possibles. Jusqu'à ce que je baisse mon taux en dessous de 80%, je n'arrivais pas à faire une carrière, quoi. Et donc voilà, ça c'est au niveau de l'apprentissage de mes limitations. Donc respecter mes temps de repos, par rapport à la fatigue de la communication sociale. C'est pas tant la fatigue du travail que les transports en commun, les interactions sociales. C'est surtout ça qui me fatigue, pas tant que travailler.
j'apprécie l'impact que ça peut avoir sur moi, donc je fais attention à respecter ça. Ouais. Changer mon hygiène de vie, évidemment, par rapport aux abstinences. J'ai changé aussi mon hygiène de vie par rapport à l'alimentation, l'impact que a mon alimentation sur ma gestion des comorbidités en lien avec l'autisme, comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les troubles de l'humeur, les troubles du comportement. Tout ça, c'est quand même beaucoup en lien avec les troubles du sommeil et les troubles de l'alimentation. Donc en fait, tu arrives à vivre plutôt bien, mais tu sais, j'ai dû tu sais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être bien, et tu sais que c'est un certain prix, ce qui peut être la fatigue ou autre, par exemple. Et du coup, tu arrives à jongler avec les différents facteurs et à être plus ou moins OK avec tout, quoi. Tout à fait. La première étape, c'est reconnaître les sources de fatigue, reconnaître quand je suis fatigué, comment je peux me reposer, quand j'ai fini d'être reposé. Il y a aussi faire attention de ne pas tomber dans le piège inverse et de me renfermer dans une bulle où je fais que me reposer. Voilà, donc de trouver un équilibre là-dessus. J'ai aussi une fille qui a bientôt 24 ans, qui termine ses études d'éducatrice spécialisée, donc, que j'ai élevée seule. Donc ça, j'ai dû aussi trouver... quand je me suis occupé d'elle, j'ai arrêté de travailler, j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Ouais, bien sûr, Donc voilà, c'est pas mal l'impact que ça peut avoir sur moi. Et puis évidemment, la communication sociale. Là-dessus, j'ai beau faire des efforts, faire des progrès, mieux gérer, ça reste quand même la partie principale de mon diagnostic, de mon handicap, puisque les deux autres points du diagnostic, qui sont les stéréotypies et les intérêts restreints, j'en ai fait plutôt des forces, en tout cas pour ce qui est des intérêts restreints dans le domaine de l'autisme. Voilà, je dirais que je suis devenu autonome et adulte. Je dirais que j'ai commencé à 35 ans au lieu de commencer à 15 ou 25 comme la plupart des gens. Tu me parlais avant, tu avais été gérant de magasin et maintenant tu travailles quand même avec un certain niveau de responsabilité aussi dans ton travail. Je suis hyper intéressé de savoir comment tu accueilles ça, ce niveau de responsabilité, parce que qui dit responsabilité dit que tu as des gens qui dépendent de ton travail en fait, et ça veut dire que ton travail a un certain impact. C'est juste. Ouais, et ça c'est quelque chose. Tout à fait, et c'est pour ça que je fais très attention de travailler en dessous de 40% en ce moment, parce que je parlais de 80%, mais c'était il y a 10 ans. Depuis j'ai réussi à... Appris à te connaître et puis tu as réussi à adapter pour être plus performant, c'est ça en fait. Il y a aussi le côté financier, le fait que mon salaire horaire est plus important. Si on imaginons qu'il soit 2 fois plus important, je peux passer de 80 à 40%. Totalement, en gardant le même niveau de vie. Mais il y a surtout cette idée de responsabilité, travailler avec des personnes, travailler dans l'humain. Il y a une grosse responsabilité quant au fait que je dois être, en tout cas, le plus souvent possible, stable, de bonne humeur, équilibré, patient, avec performant au niveau cognitif. Et ça, je peux y arriver que si je suis parfaitement reposé. Donc c'est là que je dois faire très attention. C'est pas comme si j'allais appuyer sur des boutons ou faire du pain, où je peux me permettre d'être moins performant un jour. Là, il faut vraiment que je fasse attention, que la priorité reste la qualité de mon travail et la qualité humaine de mon travail. Donc que je sois reposé, de bonne humeur, c'est vraiment primordial. Comment tu es passé d'un point A à un point B? C'est très grand ce que tu as réussi à faire. Et moi, je me demande s'il y a une mentalité, quelque chose en particulier que tu as pu mettre en place, soit que tu as dû trouver toi-même, soit qu'on t'a enseigné, quelque chose qui t'a permis d'arriver à comment tu es maintenant. Une notion qui revenait souvent dans la formation de père praticien en santé mentale, qui est la formation suisse romande pour faire père aidant, c'est le terme de résilience, c'est-à-dire de pouvoir se relever après un échec, pouvoir repartir après avoir vécu un moment difficile.
Et ça, c'est quelque chose qui finalement est un petit peu le lien de mon travail et le lien du travail que je fais avec mes bénéficiaires et les personnes dont je fais le suivi. C'est cette idée que oui, je peux garantir que je vais faire des erreurs. Je suis un être humain et je suis un être humain en plus avec un diagnostic de handicap. Donc je garantis qu'il y a des choses que des fois je vais rater, surtout dans ma communication sociale. Mais ce que je peux garantir aussi, c'est que maintenant, j'ai suffisamment d'outils, de ressources et de stratégies pour gérer mes erreurs. Ok. Voilà. Donc finalement, en tant que personne avec autisme, de faire des erreurs, non seulement c'est pas grave, mais c'est normal, ça fait partie du diagnostic. Ouais, bien sûr. Donc on va dire des erreurs de communication sociale, hein, des impairs, voilà, quelque chose qui n'est pas adéquat. Mais je dirais que la grosse différence par rapport à avant, on va dire avant mon diagnostic, avant que j'en fasse un intérêt spécifique, avant que j'en fasse ma profession, c'est comment je vais gérer les conséquences de cette erreur. Comment je vais gérer de m'excuser, ou alors de m'expliquer, ou alors de justifier, ou alors de donner un contexte, comment je vais me rattraper, comment je vais éviter de refaire la même erreur une 3e ou 4e fois. Voilà, et c'est finalement aussi ça l'outil principal que j'essaye de transmettre à tous mes bénéficiaires ou même aux adultes et aux professionnels à qui je donne les formations, c'est qu'il faut s'adapter et que c'est cette faculté d'adaptation qui va permettre de progresser. On ne peut pas éviter les problèmes. Voilà. Ouais, des fois, bien sûr. Et l'autre pan de travail, c'est les comorbidités du TSA, parce qu'on ne peut pas guérir du TSA, en tout cas pas jusqu'à présent. Non, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais je peux soulager, je peux aider la personne à trouver des stratégies pour soulager les souffrances qui sont associées aux comorbidités, comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les troubles de l'humeur, les rapports avec la famille, les rapports avec les amis, la communication sociale, les habiletés sociales, tout ça. Mais pas dans le but parce que souvent, c'est un peu le mandat de la société et des neurotypiques, c'est que finalement, on devienne, en tant que personne avec autisme, on devienne assez responsable pour être autonome à 100%. Ouais, c'est l'idée à chaque fois. Et jamais se planter. Alors, jamais se planter, ça, c'est encore... Et on ne demande jamais ça à un neurotypique. On ne demande jamais à un neurotypique, même de 40 ou 50 ans, de jamais oublier de sortir la poubelle, de jamais oublier de payer une facture, de jamais sortir avec une tache de dentifrice. Ou voilà. Par contre, à une personne avec autisme, la famille, la société, ils sont tellement stressés, ils ont tellement peur. Attentifs, être intégré dans la société que tu vas être parfait, quoi. C'est ça. Donc finalement... Moi, mon travail, c'est aider à alléger les souffrances et accepter qu'on est faible et qu'on a des difficultés en tant qu'être humain, pas seulement en tant que neuroatypique. Et que la chose là où on peut être fort, c'est comment on va gérer ces difficultés. C'est pas les difficultés en elles-mêmes, finalement. Donc en fait, d'après ce que je comprends par rapport à ton expérience, en tous les cas à toi, c'est principalement dû à l'expérience de vie et puis au temps que tu as réussi toi-même à t'en sortir finalement et puis pour pouvoir ensuite enseigner à tes bénéficiaires. Alors par rapport au parcours du vie que tu disais, je ne vais pas reprendre depuis le début, mais pour reprendre les 10 dernières années, à partir du moment où je me suis dirigé dans l'accompagnement social, où à la base j'accompagnais des personnes requérantes d'asile ou des jeunes en difficulté, pas spécialement psychiques. Il y a cette idée un peu de s'aider soi-même, finalement. Je pense que les gens qui font des études, en général, ils choisissent un domaine d'études qui va les aider eux-mêmes, a priori. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'était un intérêt spécifique qui était là pour que je puisse mieux me comprendre et mieux, justement, répondre aux moments difficiles, mieux gérer mes crises, mieux gérer l'impact vraiment handicapant que ça peut avoir sur mon quotidien. Et il y a un moment où j'ai vu, grâce aux gens qui avaient autour de moi, qui m'ont montré l'exemple, d'autres pères aidants, que je pouvais professionnaliser ça en faisant des études.
J'ai vu aussi que j'accompagnais à un moment une personne qui avait des problèmes de consommation d'alcool et qui était sur le chemin de l'abstinence. J'ai vu aussi que mon savoir expérientiel était limité par le fait qu'il n'était que ça. Bah, bien sûr, ouais, évidemment. Ouais. Et que de me former à l'accompagnement, ça me permettait de me nourrir de stratégies et d'outils qui venaient d'ailleurs. Est-ce que niveau vie sociale actuellement, purement amicale et éventuellement amoureuse, pourquoi pas, est-ce que l'autisme est un frein pour toi ou bien est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui permet de faire un pont? Comment tu te situes par rapport à ça? Évidemment, oui. Je pense que c'est même pas que pour moi, puisque ça fait partie de la définition du diagnostic. Ouais. Pour être porteur du diagnostic, il faut avoir un déficit de communication sociale, donc forcément c'est un frein pour moi. Ouais. Je pense que là où ça pourrait être un avantage, c'est que ça m'oblige à apprendre, à décoder et à comprendre qu'est-ce que c'est les rapports de communication sociale. Et du coup, dans certains contextes, ça peut m'aider par rapport à d'autres. Par exemple, en voyage, j'ai peut-être plus de facilité à m'adapter à une culture étrangère, parce que c'est ce que je fais déjà au quotidien, nulle part que je sois. Mais sinon, c'est surtout un frein. J'ai eu, quand je consommais de l'alcool et de la drogue, la chance de pouvoir faire partie d'un groupe d'amis qui était très très proche. Mais à partir du moment où j'ai quitté ce style de vie, j'ai quitté aussi ces personnes-là. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir me concentrer sur la vie de famille avec ma compagne et puis ma fille et ma belle-fille. Ensuite, quand je me suis retrouvé père seul à élever ma fille, là, j'avais quand même un contexte social puisque je fréquentais les parents des enfants qui avaient le même âge que ma fille. Ouais. Et j'avais des amis qui avaient des enfants qui avaient le même âge que ma fille. Et ta fille est aussi autiste du coup, bien? Elle veut pas faire le diagnostic. Et puis, elle veut pas le faire? Non. Et puis pour l'instant, elle est éducatrice spécialisée et elle est très performante dans son travail. Elle veut pas faire le diagnostic par peur de l'image ou même juste par manque d'intérêt? Elle dit que apparemment, si elle n'a pas besoin d'aide, c'est que c'est pas le moment d'essayer. Parce qu'à quoi ça sert finalement le diagnostic? Donc voilà, peut-être que moi, mes amis et tout ça, on a créé un contexte autour de ma fille qui a fait qu'elle n'a pas eu besoin d'un diagnostic qui lui permettrait de trouver des outils dont elle n'a pas besoin finalement, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de ta vie au niveau de l'autisme? Est-ce que tu aurais changé un élément du passé éventuellement? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'interview? Regretter quelque chose du passé, ça me semble difficile étant donné que la place à laquelle je me trouve actuellement me convient très bien. Donc, est-ce que je serais arrivé au même endroit si j'avais pris un chemin différent? Je ne sais pas, c'est impossible de savoir. Si j'ai eu un diagnostic plus tôt, tout aurait été différent. Il y a plein de choses que j'ai fait, enfant, adolescent et adulte, parce que j'avais pas connaissance de mes limitations, que je me serais pas imposé et que j'aurais pas fait si j'avais eu mon diagnostic plus tôt. Mais du coup, est-ce que ça m'aurait manqué, ces choses-là? Je sais pas. Donc, c'est difficile de répondre à ça. En plus, il faut nuancer. Je suis pas que TSA et TDA. J'ai aussi un résultat de test HP. Donc c'est pas toutes les personnes TSA qui sont HP. Moi, ça me donne un outil que je pourrais avoir tendance à confondre. Et dire je suis très content d'être TSA parce que ça me donne accès à une neurologie différente, mais je sais pas en fait, parce que voilà, on est tous différents. Bien sûr. Mais voilà, moi j'échangerai pas ma neurologie contre celle de quelqu'un d'autre. J'échangerai pas mon système de pensée donc ton parcours original. Ton parcours te satisfait en fait, et puis parce qu'en fait tu es content de j'ai beaucoup souffert, quoi. Mais j'échangerais quand même pas mon parcours contre un autre. Mais si je pouvais permettre à d'autres qui sont dans ma situation maintenant de moins souffrir, tout en respectant, même en nourrissant leurs différences pour qu'ils restent eux-mêmes, voilà, ça c'est important aussi. Voilà, par rapport au regret, non, j'ai pas de regret. Qu'est-ce que je retiens de mon autisme?
qu'est-ce que tu retiens et puis surtout qu'est-ce que... J'en retiens que finalement, moi, je vais très bien. C'est la société qui est malade. C'est la société qui n'est pas en état d'être suffisamment stable, équilibrée et de bonne humeur pour pouvoir être inclusive à 100%. Et que finalement, oui, si une personne qui fait 2,15 m ou 1,30 m, elle vivait dans une société totalement inclusive où tout soit adapté, elle souffrirait quand même un petit peu de sa différence, ne serait-ce que physiquement, probablement des problèmes de santé. Donc oui, probablement une personne avec autisme continuerait à souffrir de son autisme si elle était dans une société totalement inclusive, mais de manière tellement moindre que finalement, ça resterait des difficultés qui ne seraient peut-être pas diagnosticables, quoi. Donc, à mon avis, c'est surtout la société qui a besoin d'un diagnostic, d'une thérapie, d'un coach et d'une médication. Ok, c'est intéressant. Moi, j'ai plutôt le point de vue qui est un point de vue opposé, dans le sens où j'ai l'impression que tu vis dans une population en fait, qui est d'une certaine manière. Et quand en tout cas, quand tu as un besoin social comme celui que j'ai, tu vois, en fait, c'est soit tu t'adaptes, soit tu restes là où tu es, quoi. Et du coup, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère. Tout à fait. Je fais souvent cette comparaison-là. C'est comme si tu apprends une langue étrangère, tu es dans un groupe de personnes qui parlent cette langue étrangère. Et puis en fait, eux, ils vont s'adapter pour toi, tu vois. Mais le naturel va très vite revenir et puis ils vont reparler super vite. Et puis en fait, typiquement, quand j'ai appris l'espagnol, en fait, il fallait aussi réussir à choper le rythme qu'ils parlaient, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu es autiste, enfin en tout cas de ma manière qui a toujours été ma manière de faire jusqu'à présent, ça a toujours été de comprendre comment les gens ils fonctionnent et puis m'adapter au max pour pouvoir être inclus dans ce groupe-là. Et ce que j'ai développé au fil des années aussi, ça c'est plutôt des dernières 3 ans, je dirais, 2 ans, 3 ans, c'est le fait de me dire, en fait j'en ai rien à foutre de m'adapter au monde. Mais en fait, je pense que tout ce que j'ai pu apprendre sur l'adaptation devient presque en moi maintenant, et presque inné. Et du coup, oui, t'es bilingue. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu bilingue. Ouais. Et voilà, je trouve ça intéressant d'avoir ces différents points de vue, quoi. Je te remercie et je te rejoins là-dessus. Mais j'aimerais nuancer, c'est que dans cette histoire de double langage, la personne qui parlerait l'espagnol, elle est considérée comme valide et moi je suis considéré comme avec handicap. Donc c'est quand même dommage de demander à la personne avec handicap de faire l'effort de s'adapter à parler une langue étrangère quand la personne valide est considérée comme plus aisée à être bilingue et parler ma langue à moi. Donc ça c'est une première nuance que je voudrais mettre. Et la deuxième c'est oui, je suis bilingue, neurotypique, neuroatypique, en tout cas neurotypique Sylvain. Donc je parle de neurotypique toute la journée, je m'adapte, je fais des efforts, mais il se trouve qu'il y a certaines cultures et certains pays où là, je ne parle plus de la langue comme une image, mais de la communication sociale, où mes déficits de communication sociale ne vont pas être considérés comme négatifs, voire même, au contraire, comme positif. Complètement, Voilà, et c'est de ça dont je parle. Je dis que notre société, je ne parle pas mondiale, je parle ici, en Suisse, ou en tout cas en Europe, ou en Occident, peut-être moins en Amérique du Nord, ils font beaucoup d'efforts au Canada. C'est cette idée que c'est la société valide, elle a plus de potentiel à s'adapter que la société porteuse d'un handicap. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que finalement, ce besoin d'adaptation à la société occidentale contemporaine, elle est due au fait que la société, elle n'est pas adaptée à l'être humain tout court. Et qu'il y a d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres pays, même encore à l'heure actuelle, où finalement, la personne qui va être différente, elle est considérée comme la personne la mieux du groupe. C'est la personne différente qui va être le chaman, qui va être le médecin, qui va être le prof, qui va être le chef du village. C'est la personne différente qui va inventer la maîtrise du feu, le trou dans la roue pour faire un moyeu, qui va inventer SpaceX, qui va inventer Tesla. On est dans une société qui ne met plus en avant la différence, mais qui au contraire la stigmatise. Et c'est là-dessus que je dis qu'on a peut-être un problème en tant que société. Voilà. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi. C'était fort intéressant.
Ouais, j'aime bien écouter ces différents points de vue. Je trouve ça très, comment dire, ça m'apprend aussi sur moi-même et puis sur. Ouais, j'aime bien pouvoir échanger de cette manière-là sur le sujet, quoi, simplement. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis du coup, pour tous ceux qui nous suivent, c'est-à-dire à peu près 0 personnes actuellement, mais on espère que ça va grandir. 1%. 1% des personnes, bref. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver du coup la vidéo sur YouTube comme vous la voyez actuellement, mais aussi du coup sur Instagram et sur TikTok. Ça va être des formats qui sont plus courts et plus condensés. N'hésitez pas à commenter si vous avez vous-même des expériences de vie liées à l'autisme, que ce soit vous-même, que ce soit vos proches, ou bien que vous n'ayez aucune idée de ce que c'est que l'autisme et que vous voulez juste écrire des trucs, allez-y, quoi, c'est fait pour ça les commentaires. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir avoir des discussions en fait, entre les personnes et puis pouvoir créer une communauté en fait, autour de ce sujet-là. Donc voilà, je vous remercie. 1% en Suisse, ça fait 80 000 personnes. Bon, ils sont surtout suisses-allemands. Hein. Bon, après, mais 80 000 personnes hein, quand même. Mais voilà, là c'est le début et puis après on va agrandir le truc. Mais en tous les cas, voilà, je suis très heureux de pouvoir faire ce concept-là. J'apprends énormément de choses et j'espère pouvoir aussi vous apprendre plein de choses. Donc voilà. Ben, je me réjouis de voir ça. Excellente journée à vous, bonne soirée à tous. Ciao!